Bonjour Gilles Boyer. Bonjour Patrick Cohen. Emmanuel Macron, Édouard Philippe, lequel des deux a quitté l'autre? Je crois qu'on peut parler de commun accord et je pense que c'est une expression qui peut s'appliquer. Alors ça étonne tout le monde parce qu'évidemment, on a quand même comme manie de chercher qui est responsable, qui est coupable ou qui a décidé. Évidemment, c'est la décision du président de la République de conserver ou de changer son Premier ministre. Et c'est d'ailleurs très normal et très naturel sous la Ve République. Je pense qu'il faut dédramatiser ce genre de décision. Oui, sur le plan pratique, c'est toujours le président qui décide. Oui, même absolument. si formellement, c'est le Premier ministre qui remet sa démission. Oui, il a remis la démission de son gouvernement comme le veut l'usage après les élections municipales. Mais vous savez, le président de la République avait annoncé un nouveau chemin, une réinvention. Et il est aussi logique que ce nouveau chemin et cette réinvention s'incarnent par des nouveaux visages. Parce que si ce matin, Édouard Philippe était confirmé dans ses fonctions, vous me diriez probablement, mais au fond, le président a annoncé une nouvelle politique, mais on prend les mêmes et on recommence. Non, je vous dirai rien du tout. Vous me diriez rien du tout, pardon d'en présumer. Mais ce que vous me dites, c'est que c'est bien Emmanuel Macron qui s'est séparé d'Édouard Philippe et pas l'inverse. Oui, je vous dis que Emmanuel Macron a estimé que le nouveau chemin devait s'incarner par un nouveau visage. Et je pense qu'Édouard Philippe a intériorisé depuis plusieurs jours et semaines que c'était une possibilité. Je pense que si le président lui avait demandé de continuer, Édouard Philippe aurait continué avec plaisir, avec énergie, avec détermination. Et je le crois aussi très heureux ce matin de retrouver les Havraises et les Havrais et de se reconsacrer à sa ville. Donc vous voyez, parfois dans la vie, il n'y a pas de drame. Je sais que beaucoup de gens cherchent à en créer là où il n'y en a pas. Oui, il n'y a pas de drame, mais il y a des chemins qui se séparent. Et quand on parle d'un commun accord ou d'un consentement mutuel, comme d'ailleurs pour un divorce, ça veut dire que les désaccords sont partagés. Et qu'il y avait des désaccords, Gilles Boyer. Là aussi, depuis 3 ans, j'ai entendu beaucoup de choses et on cherche des désaccords entre l'Élysée et Matignon depuis 3 ans. Je vais vous dire une chose, on confond souvent les échanges et les discussions que peuvent avoir deux hommes qui se trouvent être au sommet de l'État sur des sujets compliqués, avec des approches parfois différentes. Tiens, moi je ferais comme ci, moi je ferais plutôt comme ça, ou je nommerais ceci, je nommerais un tel, ou je nommerais un autre. Mais ça, c'est pas des tensions, Patrick Cohen. C'est des échanges, c'est des discussions comme on en a dans la vie, comme vous en avez dans votre rédaction, comme on en a dans nos familles. Ou je préférais avoir un tel au ministère de l'Intérieur. Oui, exactement, mais ça c'est la vie, vous voyez, c'est la vie. On Darmanin, Péchenard plutôt que Castaner. Oui, on a tous nos amitiés, nos préférences, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des tensions. Vous voyez, je trouve qu'on utilise tout de suite des grands mots. Bon, et Édouard Philippe a toujours dit depuis 3 ans, il n'y a qu'une seule ligne. Oui. Par définition, il n'y a qu'une seule ligne. Oui. Bon. Et donc ils se mettent d'accord, ils échangent, l'un convainc l'autre, l'autre convainc l'un, et puis à la fin, on exécute la décision qui est prise. Oui, c'est mieux de le dire, parce qu'on se souvient de la formule d'Édouard Philippe, il n'y a pas le début du commencement de l'épaisseur d'un papier à cigarette entre moi et le président. En réalité, ça c'est pour la galerie, ça n'existe pas l'accord parfait à ce niveau de responsabilité, Gilles Boyer. Je viens, je crois, de vous répondre. Voilà, dire que sur certains sujets compliqués, on peut avoir des manières de raisonner qui sont différentes. Mais je refuse le terme de tension ou de divergence. Ce sont des termes qui sont, à mon avis, exagérés, qui ne reflètent pas la réalité. Je ne vous dis pas que sur chaque sujet qui existe, on approche exactement de la même manière, on a exactement le même avis. Mais heureusement qu'il y a de l'échange et heureusement qu'on s'enrichit mutuellement et qu'à la fin, il y a une décision, il y a une ligne. Et je crois que depuis le début du quinquennat, on n'a jamais donné l'impression d'avoir 2 lignes différentes, même si je sais que tout le monde cherche avec beaucoup d'énergie. Alors très bien, il n'empêche, pour les Français, je disais tout à l'heure, sans doute beaucoup de Français ne comprennent pas. C'est pas banal d'avoir un Premier ministre qui part avec comme ça le vent dans le dos, porté par une popularité, une bonne image, le crédit d'une bonne partie de l'opinion de s'être comporté dignement face à des crises sans précédent. C'est ça qui intrigue aussi Gilles Boyer. Je vais vous dire, j'ai passé 2 ans à Matignon avec Édouard Philippe et j'ai beaucoup observé les duos président-Premier ministre depuis que je fais de la politique. Ouais. Quand on est Premier ministre, il n'y a pas de bonne solution. Quand on est impopulaire, ça ne va pas. Et quand on est populaire, je vais vous dire, ça ne va pas non plus. Et donc, ce qui est en jeu, et d'ailleurs je vois le débat surgir, c'est le débat sur cette spécificité française, de cette double légitimité, la légitimité de l'élection du président, la légitimité de la nomination et institutionnelle du Premier ministre. Et de plus en plus, on se rend compte qu'en particulier avec le quinquennat, que cette diarchie est quelque chose de baroque. Alors elle contribue à l'équilibre des pouvoirs sous la Ve République, donc il faut la prendre en compte parce que cette constitution est un chef-d'œuvre d'équilibre des pouvoirs et c'est quand même un chef-d'œuvre à préserver ou en tout cas à modifier avec précaution.
Mais c'est aussi, c'est vrai, quelque chose que les Français, je pense, ont de plus en plus de mal à comprendre, d'autant qu'à la fin, c'est au président qu'ils demandent des comptes. Donc il est possible, selon vous, de maintenir un couple exécutif aussi déséquilibré, c'est-à-dire avec un Premier ministre populaire et un président qui l'est beaucoup moins et qui devient du coup le fusible de son chef de gouvernement? Oui, mais vous savez, vous avez vu aussi, on s'attarde sur les 3 dernières semaines ou sur le dernier mois, mais depuis 3 ans, les courbes de popularité du président et du Premier ministre évoluent de manière extrêmement parallèle. Je veux dire, c'est même frappant. Hein. C'est des courbes qui sont, parce que c'est la politique qui est conduite, qui est à travers eux jugée. Bon. Et là, il y a une distorsion de courbe de popularité. C'est pas le président qui baisse, d'ailleurs, c'est le Premier ministre qui a monté. Une distorsion de popularité qui, à mon avis, est conjoncturelle. Qui est lié à la crise qu'on a traversée, avec probablement, aux yeux des Français, une prime à celui qui incarnait l'opérationnalité par rapport au président qui est plus dans la vision. Et je suis certain qu'aujourd'hui, les Français sont en attente de vision et que ça va se rééquilibrer. Vous voyez, donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si Édouard Philippe était très impopulaire, je ne suis pas sûr que la situation du gouvernement, du président de la République aurait été meilleure. Vous voyez, c'est quand même des raisonnements qui me surprennent. On va parler de la suite dans un instant, après une courte pause avec vous, Gilles Boyer, député européen, toujours sans carte de parti ? Sans carte de parti. Comme Édouard Philippe. Eh oui. À tout de suite. Europe 1, 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault ? En ce moment, profitez d'offres exceptionnelles, comme nouvelle Renault Clio à partir de 99 € par mois seulement et avec EasyPack, soit l'entretien, la garantie et l'assistance inclus pendant 4 ans. L'idéal pour profiter de l'été en toute sérénité. Pour nouvelle Clio Life SE 65, 40 000 km avec un premier loyer de 3 000 € ramené à 0 € après déduction de la prime à la conversion, sous condition d'éligibilité à la prime jusqu'au 31 juillet si accordiaque. Voir Renault.fr. Vous entendez ? Là-bas, ce murmure. Oui, ça redémarre. Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Max Verstappen et tous les autres reviennent. Alors ne ratez aucun tour d'une saison de Formule 1 qui s'annonce plus intense que jamais. Ce week-end, la saison de Formule 1 reprend enfin sur les antennes de Canal+. Suivez le Grand Prix d'Autriche demain à 15h10 et vivez l'intégralité de la saison en direct et en exclusivité avec Canal+. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Déjà, faut prendre la pêche locale. Chez Aldi, place à toujours plus de produits français, avec des arrivages quotidiens de produits de la mer, comme par exemple en ce moment, les bulles au cuit certifiés Pavillon de France au prix de 2,99 € les 500 grammes, soit 5,98 € le kilo, issus de la pêche maritime française, pêchée en Manche ou mer Celtique, offre valable du 30 juin au 4 juillet dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, bougez plus. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Et pour des vacances plus détendues, pensez à faire vos courses de rentrée des classes à petit prix cette semaine chez Aldi. Europe 1. Jusqu'à 10h, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé cette semaine. Avec Gilles Boyer, député européen, ancien conseiller d'Édouard Philippe, auteur de 2 livres avec lui, 2 fictions politiques, L'heure de vérité et Dans l'ombre. Il y en aura un 3e, ça fait partie de vos projets, Gilles Boyer ? Oui, enfin en tout cas on va en parler. On a tous les 2 écrit depuis, tout seul, et on a assez envie d'en faire un 3e, oui. Mais je sais pas quand et je sais pas encore comment, mais en tout cas c'est dans nos projets, oui. Fiction politique aussi, oui. Probablement un roman, oui, parce que c'est quand même plus rigolo. C'est plus rigolo, et puis évidemment ça pourra être alimenté par tout ce que vous avez vécu ces dernières années, qui est particulièrement riche. Oui, ou pas, enfin en tout cas je suis certain que ceux qui le liront, ils chercheront des interprétations. Oui. Édouard Philippe ne quitte pas le navire, il restera loyal à Emmanuel Macron. Alors on a cette indication donnée par l'Élysée hier, il va aider Emmanuel Macron à la consolidation de sa majorité pour 2022. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, j'ai lu ça. Je crois qu'aujourd'hui, Édouard Philippe quitte Matignon. Il va se faire réélire maire du Havre demain, et donc sa priorité, je crois que c'est ça pour le mois de juillet. Probablement que le mois d'août, comme l'indiquaient ses boutons de manchette d'hier en forme de tongs, seront consacrés à prendre un peu de repos bien mérité. Et ensuite, je pense que le président et lui auront l'occasion d'échanger sur ce qui a été en effet envisagé hier, et de savoir la forme que ça peut prendre à la rentrée. Oui. Une forme partisane, non ? Ça veut dire quoi, la constitution d'un pôle présidentiel, une union, un rassemblement des forces politiques pour la réélection du président Macron ? J'ai un peu de mal à vous répondre, parce que je ne suis pas porte-parole de l'Élysée, mais j'imagine que ça reflète une réflexion sur le dispositif politique autour du président, et évidemment dans la perspective de la préparation de la campagne présidentielle.
Jean Castex, vous le connaissez? Oui, je le connais pas aussi bien que je connais Édouard Philippe, mais je connais bien Jean Castex, oui. Et je l'apprécie beaucoup. J'entends beaucoup de commentaires sur lui de la part de beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Je trouve qu'on a le droit de lui laisser sa chance, d'apprendre à le connaître. Les Français vont apprendre à le connaître. Comme dit Jean-Pierre Raffarin, la notoriété, elle est réglée dès lors qu'on est nommé à Matignon. Donc les Français vont le découvrir. Mais elle est encore plus faible, la notoriété de Jean Castex, que celle d'Édouard Philippe au moment de sa nomination. Ça, je sais pas, j'ai pas d'instrument de mesure, mais enfin, j'entends sur Jean Castex exactement les phrases que j'entendais sur Édouard Philippe il y a 3 ans, savoir il n'existera pas, c'est le signe que Matignon est affaibli, etc. Et moralité, ça se vérifie pas toujours. Jean Castex, c'est avant tout un élu local, je le rappelle. Oui. Hein, c'est un homme politique, d'accord? C'est un homme politique. Oui, mais sans poids politique et sans le poids que pouvait avoir Édouard Philippe. Mais là, vous voyez, on rentre dans la... Vous en présumez, Jean Castex, c'est un homme de caractère. Si vous demandez aux élus et aux ministres qui ont eu affaire à lui dans le cadre du plan déconfinement, si vous pensez que c'est quelqu'un qui se couche, vous vous trompez. C'est un homme de caractère, c'est un homme qui... C'est intéressant, tous ceux qui le connaissent disent du bien de lui. Et tous ceux qui ne le connaissent pas en disent du mal, c'est quand même intéressant. Dans tout ce qu'il a fait dans le passé, la gestion du dossier des Jeux Olympiques, qui est un dossier d'une complexité absolument abominable, technico-administrative, il a fait l'unanimité. Dans le plan déconfinement, tout le monde a reconnu la qualité de son travail. Donc laissons-lui sa chance. Bon, très bien, il gagne à être connu. Je vous l'assure. C'est entendu, mais il n'empêche, on ne voit pas bien ce que pourrait faire Jean Castex et que ne pouvait pas faire Édouard Philippe, sauf à être plus docile, à se comporter davantage comme un collaborateur, comme un exécutant. Là encore, ce sont des phrases que j'ai entendues à l'identique il y a 3 ans pour Édouard Philippe, et aujourd'hui, plus personne ne dit que Édouard Philippe était un simple collaborateur exécutant. La preuve, vous m'avez dit dans notre entretien il y a 5 minutes qu'il y avait des tensions, des divergences. Alors il faut choisir, soit il y a des tensions, des divergences, mais soit c'est un collaborateur, mais ça peut pas être les deux, vous voyez. Bon, donc je crois que là aussi, laissons Jean Castex s'installer dans la fonction. C'est évidemment pour lui un défi majeur dans un moment très particulier de l'histoire du pays. Mais moi, je suis très heureux en tant que citoyen de le savoir à la barre. Alors, je vais vous poser une question et je vais vous demander une appréciation politique. Gilles Boyer, est-ce que c'est une bonne idée, à votre avis, de remettre sur la table la réforme des retraites? Écoutez, d'une manière générale, je crois que le président a dit qu'il fallait revisiter l'ensemble des réformes qui étaient prévues avant la crise du Covid et qu'on ne peut pas raisonner à l'identique. Dans son interview à la presse quotidienne régionale, il a réaffirmé son souhait de mettre en œuvre la réforme de retraite qui était annoncée dans son programme présidentiel, régime unique, la fin des régimes spéciaux. Et ça, je crois qu'il a dit très clairement que ça restait à son agenda. La question ensuite du financement de tout ça, j'ai compris aussi qu'il avait laissé la porte ouverte à la discussion, à la négociation. Bon. Mais je crois que la réforme des retraites est à l'agenda de Jean Castex. Édouard Philippe peut être un recours pour la majorité? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, les étagères sont peuplées de recours. En tout cas, ce que je sais, et Édouard Philippe l'a dit et le redira, c'est qu'il a envie d'aider Emmanuel Macron à être réélu en 2022. Et donc, je m'en tiens à ça parce que ça me semble suffisamment limpide et ça ne mérite pas d'être commenté. Et si le président n'est pas en situation de se représenter, c'est arrivé? Vous pensez que c'est l'hypothèse la plus probable, Patrick Cohen? Non, je note que c'est arrivé. Eh bien, écoutez, le jour où ça arrivera, on en reparlera. Gilles Boyer. Mais je n'y crois pas beaucoup. On va continuer de parler politique et de l'histoire de quelques grands discours qui ont marqué l'histoire. On va accueillir le journaliste Mickaël Moreau qui a fait parler toutes les plumes du pouvoir. C'est le titre de son livre passionnant. On en parle dans un instant. Europe 1, 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Europe 1. Bonjour, c'est Frédéric Tadei. C'est avec Sébastien Tellier que nous partons en balade pour la dernière émission de la saison. Sébastien Tellier qui va nous emmener dans le nord du 18e arrondissement. C'est son quartier, c'est son label, c'est son studio, ce sont ses souvenirs et c'est sa nouvelle vie qui va nous raconter. Europe 1 en balade avec Frédéric Tadei. Alors à demain, 11h sur Europe 1. Toyota. Chérie, on fait quoi cet été? Oh, je sais pas, j'aurais bien fait la route des villages de France ou alors... Oh, tu sais quoi? Va faire ton sac et préviens les enfants. On va chez Toyota. Ah ok, mais on n'a pas d'enfants. Hein. Partez sur un coup de tête? En ce moment, pendant les prêts à conduire Toyota, profitez d'une prime à l'hybride Toyota allant jusqu'à 4 500 € sans condition et cumulable avec la prime à la conversion de 3 000 €. De la citadine au SUV, rendez-vous vite en concession ou sur toyota.fr pour découvrir tous les véhicules hybrides disponibles. Toyota. Offre particulier jusqu'au 31 juillet dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Auchan.
Waouh, nouvelle trousse, nouveau stylo, nouveau cahier. Eh ben, c'est cool de faire les courses avec papa. Bah oui, Auchan reprend les anciens cartables en échange de 20 € en bon de réduction sur toutes les fournitures scolaires. Baptiste est content, et la planète aussi. Quand la vie change, ce sont les petites choses qui changent la vie. Auchan. Offre en partenariat avec Le Relais. Valable du 1er au 31 juillet chez Auchan dans vos magasins et drive participants. Bon de réduction de 20 € pour 100 € d'achat valable sur les cartables, sacs à dos, trousses et fournitures scolaires. Voir modalité sur Auchan.fr et à l'accueil de votre magasin. Peugeot Pro présente Les affaires reprennent. Nous sommes avec Stéphanie dans son nouvel utilitaire Peugeot. Pour cet ébéniste, les affaires redémarrent pied au plancher. Alors pour les pros comme Stéphanie, Peugeot propose des offres sans apport sur les utilitaires Peugeot Partner, Boxer ou Expert en commençant à payer dans 3 mois. Parfait pour reprendre son activité sans faire pâtir sa trésorerie. Crédit by 60 mois, 50 000 km, acceptation par crédit par, détails sur professionnel.peugeot.fr. Intermarché vous propose d'écouter l'arrivage du jour. Et oui, aujourd'hui, le filet d'aigle fin ou de lingue ou de merlu est à 9,99 € le kilo. Après, à voir si vous voulez déguster votre poisson en papillote, avec une sauce au beurre, à l'oseille, en gratin ou juste vapeur. Moins de 10 € le kilo, c'est ça, un bon producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pêché en Atlantique Nord-Est, modalité sur intermarché.com. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites « Ma salle de bain fait vraiment démodé. J'ai envie de la rénover sans pour autant tout casser. Le seul souci, c'est mon petit budget. » On vous répond « Jusqu'au 20 juillet, pendant notre opération Les Immanquables de l'été, profitez de moins 15% sur notre gamme de meubles de salle de bain Remix, qui s'adaptent à votre espace et à vos envies. » Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Chez Vérissure, nous veillons sur vous 24 h sur 24, quelle que soit l'urgence. C'est sûr que ton panneau chien méchant, ça risque pas de dissuader les cambrioleurs. Ben alors je fais quoi, moi? Et comme nous, tu choisis Vérissure. Ça vaut vraiment le coup avec tout ce qui se passe en ce moment. T'as raison, je vais regarder ça tout de suite. Rendez-vous sur vérissure.fr pour demander votre devis personnalisé. Votre alarme, c'est sûr, c'est Vérissure. Europe 1. Le samedi de 9h à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen. Avec l'eurodéputé Gilles Boyer et un journaliste qui a fait parler les parolier des présidents. Bonjour Mickaël Moreau. Bonjour. Vous venez de publier chez Plomb Les Plumes du pouvoir. Tous les discours ont une histoire. C'est un très bon livre d'histoire politique avec des dizaines d'anecdotes qui sont bien plus que des anecdotes parce qu'elles permettent de comprendre, de cerner les stratégies, les opportunismes, les méthodes de travail, les jeux d'influence et les caractères de nos présidents de Gaulle à Macron. Pour tous ceux qui s'intéressent à la politique et à sa fabrication, c'est un livre essentiel et passionnant. Toutes les plumes, ou quasiment toutes les plumes présidentielles vous en parlez sans réticence, Mickaël Moreau? Oui, il y a eu plus de difficultés pour Emmanuel Macron parce que c'est en plus le quinquennat est en cours. Finalement, les plumes actuelles et passées d'Emmanuel Macron m'ont parlé. Et puis après, plus les présidents étaient anciens, plus c'était compliqué pour De Gaulle. C'est plus difficile d'avoir des témoignages. Les plumes et les conseillers, les entourages qui ont contribué au discours ou les ont relus, corrigés, c'est un aspect important. Hein. Oui, parce que c'est presque parfois une industrie, la fabrication des discours à l'Élysée ou à Matignon, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a même de plus en plus au fur et à mesure de la Ve République. Et donc, il y a nécessité d'avoir beaucoup de plumes, avec une contrainte aussi supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile finalement de se tromper dans un discours, là où avant ça se voyait un peu moins. Maintenant, il y a aussi les réseaux sociaux, il y a les chaînes d'information continue. Par exemple, Christine Albanel qui a écrit des discours pour Jacques Chirac. Elle dit j'ai mis beaucoup de bêtises dans les discours de Chirac. Elle dit qu'elle a parfois mis des chiffres, elle n'était même pas sûre des chiffres. Et elle le dit sans embâche dans le livre. Aujourd'hui, c'est évidemment pas possible. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les bons discours qui sont racontés dans ce livre, il y a aussi des grands discours ratés. Exemple. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Jacques Chirac en avril 97, c'est Christine Albanel, future ministre de la Culture, qui était chargée de la corvée et qui vous raconte la réaction de Chirac quand il découvre ce qu'elle lui a écrit. Oui, en fait, il se dit, mais on ne comprend pas finalement pourquoi je dissous. Et elle répond, c'est bien le problème. En fait, finalement, c'était mission impossible, ce discours, puisque à la base, il y avait une décision qui n'était pas bonne.
Il y avait un vice de fabrication originelle, effectivement, et Jacques Chirac s'en rend compte à la lecture du discours qu'on lui a écrit. Jacques Chirac qui n'écrivait rien lui-même, pas une ligne, mais qui organisait de laborieuses séances de relecture dont les auteurs de discours gardent un souvenir Exactement, pénible. au Salon Vert de l'Élysée, souvent le dimanche après-midi, puis s'il s'ennuie le dimanche après-midi, il convoque ses conseillers. Ça dure des heures, il relit à voix haute. C'est souvent très pénible pour l'auteur du discours, qui était souvent au début de son premier mandat, Christine Albanel, puisque chaque conseiller pinaille sur un mot, une virgule. Dominique de Villepin, quand il était secrétaire général, était très en verve, donc ça provoquait des gros clashs entre Christine Albanel et Dominique de Villepin, et ça durait des heures. Une industrie, avez-vous dit, Mickaël Moreau. À l'inverse, certains discours ont marqué quand ils étaient le produit d'une intuition ou d'une improvisation, et peut-être à cause de ça. Exemple avec la conclusion d'un des grands discours européens de François Mitterrand, c'était devant le Parlement de Strasbourg le 17 janvier 1995. Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs. Le nationalisme, c'est la guerre. Le nationalisme, c'est la guerre, c'est pas dans le texte. Hein. Non, c'est un discours qui a aussi beaucoup touché, parce que c'est l'un des derniers discours de François Mitterrand. Il avait un texte qu'il a lu, puis après, il était très malade, donc l'Assemblée était même éprouvée pour ce qu'il pouvait ressentir, et finalement, à la fin du discours, ça applaudit mollement, mais il reste debout. Il dit cette phrase-là complètement improvisée, et c'est là que vraiment la salle est conquise, et que ça a touché tout le monde. Les chiens. L'accusation de Mitterrand contre les journalistes lors de l'hommage à Pierre Bérégovoy, toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme, c'est de Mitterrand lui-même. C'est de Mitterrand lui-même, dans le Paris-Nevers, en fait, ça s'est fait dans le train, avec une discussion aussi avec Michel Charasse, qui lui dit, qui parle des détracteurs de Pierre Bérégovoy en disant ce sont des rats. François Mitterrand qui le reprend, non, ce sont des chiens, qui l'écrit sur un petit bout de papier, format carte de visite, et il fait son discours, cette phrase-là, à partir de ça, et la carte de visite est longtemps restée sur son bureau. Aujourd'hui, elle est chez Anne Lauvergeon, qui était conseillère également de François Mitterrand. Qui l'a récupérée et qui vous dit, ça m'a soulagé de l'enlever du bureau de Mitterrand. Exactement, puisque les relations entre François Mitterrand et Pierre Bérégovoy n'étaient pas proches, mais ce que raconte Anne Lauvergeon, c'est que c'était quand même le suicide de Pierre Bérégovoy était quand même très lourd pour le président de la République, et elle a fini par prendre le papier. Gilles Boyer, quel discours a marqué votre vie de citoyen, de militant? D'abord, le métier de plume, c'est un des métiers les plus durs, les plus méconnus, les plus difficiles du monde politique. Et ce qui m'a toujours frappé dans la carrière des hommes politiques, c'est que les phrases qu'on retient d'eux, c'est rarement celles qu'ils ont choisies. Et c'est rarement celles qui figurent dans des discours écrits à l'avance, à leur corps défendant d'ailleurs. Donc évidemment, il y a des grands discours, vous en avez rappelé certains. D'abord, les Français peuvent se demander, mais au fond, donc ça veut dire que les hommes politiques n'écrivent pas leurs discours eux-mêmes. Déjà, pour certains, ça peut être une découverte. Et je dois dire à ça que si les hommes politiques devaient écrire leur discours, ils ne feraient que ça. Parce que ça prend un temps fou. Et donc le processus d'écriture d'un discours, j'ai travaillé avec Alain Juppé. Alain Juppé, à ses débuts, c'était la plume de Jacques Chirac. Vous avez parlé bien avant qu'il soit président. Bon. Et donc lui, il racontait ça. Il racontait ces séances qui durent des heures de relecture. Chirac qui était très, très, très maniaque, et à bon droit d'ailleurs. Et donc c'est vraiment un métier qui a marqué tous ceux qui l'ont exercé. Et c'est un métier incroyablement difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un, de trouver les mots de quelqu'un. Et donc le processus, il est, l'homme politique donne ses orientations, voilà ce que je veux dire, et puis après c'est un peu, débrouillez-vous. Et puis on est corrigé. Bon. Et puis évidemment, on est corrigé, on est censuré, il y a des gens qui passent après pour vous dire pour vous corriger une formule de style, alors c'est très désagréable, il faut vraiment avoir un caractère bien trempé, alors que souvent c'est des gens qui ont un talent de plume exceptionnel, mais vous savez, j'adore écrire, j'ai écrit quelques discours, mais je veux pas faire ça. C'est trop difficile. C'est vraiment trop difficile. Alors ça, c'est le témoignage de l'homme de l'ombre. Mais oui, ma question, c'était... Ah oui, pardon, je vous ai pas répondu. C'est pas grave. Un grand discours qui vous a marqué, ou un ou plusieurs. Je sais pas s'il y en a un qui me vient. Il y a évidemment le discours de Dominique de Villepin à l'ONU sur la guerre d'Irak, qui marque les esprits. Moi, ce qui m'a toujours frappé, notamment chez De Gaulle, c'est le fait qu'il apprenait ses discours par cœur.
Vous vous rendez compte quelle période incroyable, quelle période révolue, le temps qu'il consacrait à apprendre ses discours par cœur pour se les approprier, les réciter sans erreur, aussi sans doute par coquetterie de ne pas porter ses lunettes. Enfin, il y avait plein de choses derrière tout ça, mais quelle époque, c'était magnifique. Et d'ailleurs, même ses conférences de presse, qu'on croit improvisées, en fait, il avait tout préparé à l'avance. Je réponds du fond de la salle à la question qui ne m'a pas été posée. Vous voyez, ça, c'est des formules comme ça, c'est extraordinaire. Bien sûr, qui était porté par un don oratoire évident, mais qui a été aidé aussi par un comédien. Vous le racontez dans le livre, Michael Moreau, Jean Yonel de la Comédie Française, pour apprendre à partir de 58 un petit peu à mieux parler, à avoir plus d'aisance. Michael Moreau, Gilles Boyer, on poursuit cette exploration des grands discours politiques avec vous dans un instant. Europe 1, 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Le CNPA, Conseil national des professions de l'automobile, ce sont 140 000 entreprises et 500 000 professionnels au service des automobilistes et de votre mobilité au quotidien partout en France. Vous entendez ? Là-bas, ce murmure. Oui, ça redémarre. Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Max Verstappen et tous les autres reviennent. Alors ne ratez aucun tour d'une saison de Formule 1 qui s'annonce plus intense que jamais. Ce week-end, la saison de Formule 1 reprend enfin sur les antennes de Canal+. Suivez le Grand Prix d'Autriche demain à 15h10 et vivez l'intégralité de la saison en direct et en exclusivité avec Canal+. Appelez vite le 3910. Service gratuit plus prix appel. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault ? En ce moment, profitez d'offres exceptionnelles, comme Renault Twingo à partir de 69 € par mois seulement et avec EasyPack, soit l'entretien, la garantie et l'assistance inclus pendant 4 ans. L'idéal pour profiter de l'été en toute sérénité. Pour Twingo Life SE 65 LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 3 000 € ramené à 0 € après déduction de la prime à la conversion sous condition d'éligibilité à la prime jusqu'au 31 juillet si accordiaque. Voir Renault.fr. Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 € par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats. C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard. Moi, je suis moi-même au fil, je fais tout moi-même. Les économies, c'est moi. Dès que je vois une bonne affaire, paf, je stocke. Comme un écureuil. Sauf que moi, j'ai moins de poils dans les oreilles. Non, les économies, c'est moi. Et Gamme Vert. Eh oui, faire des économies avec Gamme Vert, ça change tout. Jusqu'au 4 juillet, Gamme Vert vous offre 50% de remise sur le deuxième sac de charbon de bois identique acheté. 50% de remise. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Intermarché vous propose d'écouter l'arrivage du jour. Et oui, c'est la pleine saison des tomates. Et pour aider les producteurs français à vendre leur production au plus vite, aujourd'hui et jusqu'à dimanche chez Intermarché, le kilo de tomates rondes en grappe Origine France est à seulement 99 centimes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Catégorie 1, modalité sur intermarché.com. Europe 1. C'est arrivé cette semaine, continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen. Avec le député européen Gilles Boyer et le journaliste Michael Moreau, auteur des Plumes du pouvoir chez Plomb, avant un discours très attendu, le discours de politique générale que doit prononcer la semaine prochaine le nouveau Premier ministre Jean Castex. Redoutable épreuve et de surcroît pour un homme qui n'a jamais été ni ministre ni parlementaire, qui n'a donc jamais pris la parole à l'Assemblée nationale. Il y a quelques rares précédents, Georges Pompidou, Raymond Barre, je crois pas en oublier d'autres. Non, je crois pas, voilà. Mais Gilles Boyer, donc ça rend quand même l'exercice d'autant plus difficile. Quand c'est la première fois qu'on rentre dans cet hémicycle en tant que ministre ou Premier ministre, quand on doit affronter c'est ce qui est une arène, on voit pas bien à la télé, mais c'est une arène, très verticale, évidemment avec un certain nombre de députés qui ont déjà décidé que ce qu'on allait dire n'était pas terrible, ou pas bien, ou que ça manquerait de souffle, ou que c'est trop long, trop court, ou qu'il manquait ceci ou cela. C'est évidemment un exercice difficile. La prise de son qui est rendue par la télévision ne rend pas compte de ce qui est vécu à l'intérieur de l'hémicycle, c'est-à-dire un brouhaha, un bruit de fond permanent, les micros sont très directifs, donc on entend bien la voix de l'orateur, mais dans l'Assemblée, on ne l'entend pas quand on est au milieu de l'Assemblée ou sur les d'ailleurs, les hommes politiques expérimentés ont appris à ne pas réagir aux vociférations qu'on n'entend pas à la télé. Bien sûr.
Mais quand on est dans l'hémicycle, on a une impression physique très, très différente. Il faut s'y habituer. Et c'est surtout un exercice très difficile parce que déclaration de politique générale, normalement, ça doit tout couvrir, évidemment. Et puis, alors, évidemment, on peut pas parler de tout. C'est un exercice compliqué. On demande à chaque ministre sur ton sujet, qu'est-ce que tu veux que je dise, ou chaque conseiller. Ça donne une addition de ce qu'on appelle des briques. Bon, et à la fin, il faut remettre de la cohérence dans cet ensemble. Il y a toujours quelque chose dont on parle pas. Donc, le lendemain matin, vous avez quelqu'un qui dit, il a même pas parlé de ça. Comme si c'était pas une priorité, alors qu'en fait, on peut juste pas parler de tout. Je peux vous faire la liste par avance. Il n'a pas parlé d'écologie, il a oublié l'outre-mer, on a oublié. Enfin, bon, exactement. C'est Thierry Pfister, d'ailleurs, qui était la plume de Pierre Mauroy, qui raconte que le discours était tellement long au début qu'il a dû que le Premier ministre a biffé en dernière minute. Et par exemple, il a biffé tout le passage sur le droit des femmes. Et qu'après, effectivement, ça a été contre-productif. Oui, parce qu'il y a un truc qui est encore plus dur qu'écrire, c'est de barrer, de renoncer. Les discours de politique générale sont souvent trop longs. Oui, c'est trop long, bien sûr. Et les discours d'Emmanuel Macron aussi. Vous racontez comment Mickaël Moreau, à chaque fois il y a des commandes sur 3 quarts d'heure et puis finalement ça fait une heure et demie. Voilà, exactement. Et puis c'est relu à l'Élysée en plus les discours de politique générale, forcément. Évidemment. Ça passe par l'Élysée. Alors on revient au grand discours. Je crois le pire du pire pour un responsable politique, c'est le plagiat. C'est la reprise visible des mots d'un autre qui évidemment retire toute sincérité au discours. Ce qui est arrivé à Marine Le Pen pour son grand discours d'entre-deux tours en 2017, ses envolées sur la grandeur de la France avaient été prononcées à l'identique quelques jours plus tôt par François Fillon. Il faut la regarder, et regarder pour commencer l'Hexagone, merveille d'équilibre. 3 façades maritimes, la Manche et la mer du Nord, ouvertes sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale. Avec ces 3 façades maritimes, la Manche et la mer du Nord qui nous relient au monde anglo-saxon et l'immensité septentrionale. La façade méditerranéenne, foyer de civilisation parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire. Si on apprend notre langue, quelquefois à grand prix, en Argentine ou en Pologne. Si l'on apprend notre langue, quelquefois à grand prix, en Argentine ou en Pologne. S'il existe des listes d'attente pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome, c'est que la France est autre chose et bien plus qu'une puissance industrielle, agricole ou militaire. François Fillon et Marine Le Pen et François Fillon. Mickaël Moreau, de l'inconvénient de partager la même plume ? Oui, c'est-à-dire que en fait, elle s'est fait avoir, entre guillemets, par une plume qui est Paul-Marie Coutot, ancien député européen, qui a été plume de François Fillon pendant la campagne présidentielle, puis plume de Marine Le Pen dans l'entre-deux tours, qui a envoyé le même texte sans prévenir. Et c'est évidemment le pire du pire qui puisse arriver, le plagiat. C'est ce qui décrédibilise le plus. En plus, c'était juste avant le fameux débat de l'entre-deux tours. Ça arrive parfois, le plagiat à ce niveau-là, c'est quand même exceptionnel. Ça arrive parfois. Même il y a eu des cas de plagiat assez particuliers. Par exemple, Nicolas Sarkozy s'était auto-plagié lui-même, ce qui est encore autre chose à l'Élysée sur un discours sur l'agriculture. Et ce qui est moins grave de s'auto-plagier moi-même. L'effet est moins désastreux, évidemment. Partage de plumes, François Fillon a aussi partagé avec Emmanuel Macron une source commune, celle de l'avocat François Sureau, même si Sureau a du mal aujourd'hui à assumer le discours du Trocadéro. En fait, il y a participé. Il a beaucoup dit qu'il n'y avait jamais participé. François Fillon, dans le livre, dit qu'il a bien participé. La plume de François Fillon, Igor Mitrofanov, dit qu'il a bien participé. Et finalement, il reconnaît, il dit que oui, il y a participé. Notamment sur une phrase qu'il a relue, qu'il a participé à une phrase qui visait notamment Alain Juppé, qui demandait à Alain Juppé, sans citer Alain Juppé, de prendre ses responsabilités. Examen de conscience, c'est pas ça ? Il y avait examen de conscience. Gilles Boyer, vous vous souvenez bien du discours du Trocadéro ? Oui, je m'en souviens assez bien, mais d'ailleurs, avec l'histoire, il y a des discours qui ont forcément une centaine d'auteurs, c'est-à-dire ceux qui ont bien marché, et puis il y en a qui n'ont aucun auteur, c'est-à-dire ceux qui ont marqué l'histoire négativement, donc c'est quand même amusant. D'ailleurs, c'est François Hollande qui raconte très bien ça, que le discours du Bourget, beaucoup de plumes que j'ai vues revendiquent le discours du Bourget, alors que le discours sur la déchéance de nationalité, personne. Alors, le discours du Bourget, le voici, janvier 2012, discours de campagne qui a eu de multiples contributeurs, mais dont on a retenu une formule, un slogan. Mon véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu
Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mon ennemi, c'est le monde de la finance. François Hollande, mon adversaire, au Bourget en janvier 2012. Intuition de campagne géniale devenue boulet présidentiel. Bon, c'est signé François Hollande lui-même. C'est signé François Hollande. Il le dit. Elle est de ma main, mais toutes les plumes qui pourtant revendiquent une part du discours sont nombreuses. Affirment que c'est bien, qu'elle est bien de François Hollande et que cette phrase-là, elle est même venue assez tôt dans le brief de François Hollande fait aux différentes personnes qui ont pu contribuer à ce discours. Beaucoup de contributeurs revendiqués pour ce discours du Bourget de 2012. En revanche, pour celui de novembre 2015, devant le Congrès, discours qui annonce la déchéance de nationalité, il n'y a plus personne, il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus personne. Après, alors ce discours a été aussi... on s'aperçoit finalement pas mal délocalisé, c'est-à-dire qu'il a été des conseillers de l'Élysée, évidemment, y ont contribué, mais pas seulement, c'était beaucoup délocalisé à Matignon, à l'intérieur, ce qui explique aussi peut-être cela, que personne ne revendique vraiment l'histoire. Gilles Boyer, à vos yeux, qu'est-ce qui fait un bon discours? Et, question plus délicate encore, est-ce que les discours ont encore de l'importance? Alors, qu'est-ce qui fait un bon discours? Moi, je ne sais pas si j'ai la baguette magique. Il faut la rencontre entre un moment, une circonstance, une phrase qui marque les esprits, pas toujours celle qu'on a choisie. Je l'ai dit au début de notre entretien. Ça, c'est une alchimie qu'on peut difficilement prévoir. Et après, est-ce que les discours marquent encore les esprits? Oui, je crois que oui. En particulier en politique, la force du discours. Alors évidemment, à chaque fois qu'on a un beau discours, on vous répond oui, mais il faut des actes. Bon, très bien. Mais enfin, le discours, ça compte. Le choix des mots, le moment où on intervient, la manière dont on s'adresse aux Français. Évidemment que c'est déterminant en positif ou en négatif, dans l'image et dans l'action politique. Michael Moreau, il y a un débat permanent et récurrent sur l'utilité. Sur l'utilité et sur le rythme aussi des discours, sur l'intensité ou l'abondance de la parole présidentielle. Est-ce que ça sert à quelque chose de trop parler, de faire des discours? Oui, parce qu'il y en a de plus en plus, notamment aussi après l'instauration du quinquennat, il y a une présidentialisation accrue encore du pouvoir. Le président de la République prononce des discours qui auparavant étaient prononcés par de simples ministres, annonce des plans gouvernementaux, ce qui est encore... Et puis il y a de plus en plus de commémorations aussi au fur et à mesure de la Ve République. Donc il y a une inflation des discours qui contribue au fait à ce que certains discours fonctionnent, mais il y en a beaucoup sur lesquels on passe à côté. Il y a trop de discours, Gilles Boyer? Oui, enfin en tout cas, il y a beaucoup de chaînes info, il y a beaucoup de chaînes de radio, et donc il y a beaucoup de discours. Aussi, il faut aussi qu'on se regarde. C'est ça, il faut les alimenter. Pardon, mais j'ai lu un jour qu'il y avait 600 interviews politiques par jour dans les médias français. Donc il faut évidemment, ça nourrit. Donc ça veut dire qu'il faut 600 invités. Non, par mois, pardon, j'exagère. Par mois. Oui. Mais enfin quand même, ça veut dire que quand j'ai commencé la politique, il y avait très peu d'hommes politiques qui s'exprimaient dans les médias. Donc aujourd'hui, voilà, donc évidemment, il y a plus de discours. Michael Moreau, les plumes du pouvoir, tous les discours ont une histoire chez Plon. Gilles Boyer, dont les 2 derniers livres parlent de politique, Le maître d'hôtel de Matignon et Table rase chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.